Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey a abrité ce matin une importante rencontre entre le président de la République, Mohamed Bazoum, et les différentes couches socio-professionnelles du pays. Il s'est agi pour le chef de l'État d'entretenir l'assistance sur la situation sécuritaire dans le pays. Le résumé de cette rencontre avec Adam Soumana. La situation sécuritaire dans le pays est au centre de cette rencontre entre le président de la République, Bazoum Mohamed, et l'ensemble des cadres issus des différentes couches socio-professionnelles, voire associatives du Niger. Toutes les institutions de la République ont répondu favorablement à l'appel du Père de la Nation qui, en marge de ce conclave, nous parle des sujets abordés. L'enjeu, c'est d'éclairer nos citoyens sur notre situation sécuritaire, sur ces enjeux, sur la façon dont nous l'avons géré, et sur les problèmes qui se posent et la façon dont nous devons les aborder. J'ai dit à nos concitoyens, comparer notre superficie avec celle du Burkina. Le Burkina a 278 000 km², nous avons 1 267 000 km². Et nous avons plusieurs fronts. Nous avons une frontière de la Libye d'où l'État est absent. Nous avons Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Nous avons aussi d'autres défis le long de la frontière de la région de Maradi et même de la région de Tawa avec certains États fédérés du Nigeria, où il y a beaucoup de violence du fait de la prévalence d'un banditisme qui est d'un niveau de cruauté comparable aux terroristes. Et je leur ai dit que malgré tout cela, vous n'avez pas 1 600 000 réfugiés déplacés internes comme c'est le cas au Burkina. Ça veut dire que nous avons eu une gestion de la sécurité qui nous a mis à l'abri des situations auxquelles nous aurions pu être exposés parce que nos capacités économiques sont à peu près identiques avec celles du Burkina et du Mali. Si nous avons pu avoir des résultats très différents dans des conditions beaucoup moins favorables que ces deux pays, c'est la preuve que nous avons été perspicaces, que nous avons été bien inspirés dans la gouvernance que nous avons mise en œuvre. Nous voulons trancher ces débats. Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de gens qui ne comprennent rien, qui empoisonnent le débat, qui disent que notre souveraineté est en jeu, nous ne sommes pas d'accord, le peuple nigérien n'est pas d'accord, chacun parle au nom du peuple. Moi, j'ai décidé que je vais mettre en jeu la confiance du gouvernement à la représentation nationale. C'est elle, l'instance où s'exprime la volonté du peuple et où s'exprime l'opinion du peuple. Il aura deux effets au cas où ce n'est pas accepté. Le Premier ministre démissionne et nous renonçons à cette idée. Un des participants à cette rencontre, et pas de moindre, nous livre ses impressions sur le redéploiement des forces occidentales au Niger. C'est vrai qu'il faut féliciter cette envie des autorités à vouloir engager un dialogue avec toute la société nigérienne, parce qu'aujourd'hui, c'est des Nigériens de toutes tendances confondues qui sont là. Ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas eu le débat pour lequel nous sommes venus. Pour autant, montrer qu'il y a des propositions alternatives à vouloir faire recours aux forces étrangères dans notre pays. Parce que ce n'est que ça qui a été justifié. Et pour nous, des forces qui ont échoué ailleurs pendant 9 ans ne peuvent pas réussir aujourd'hui au Niger pour sécuriser notre pays. Le président l'a bien souligné. Nous avions besoin plus de renseignements et d'appui matériel que de présence militaire étrangère sur notre sol. Vous savez, l'Assemblée ne peut pas être le lieu unique de débat. Les citoyens aussi ont le devoir et le droit de participer au débat sur les questions relatives à la sécurité de notre pays. C'est vrai, ils vont aller à l'Assemblée en débattre, ils ont une majorité et ça va être voté. Et ça va passer. C'est ça, non, qu'on veut nous montrer, qu'il y a une majorité et le peuple est comme ça, d'accord. On verra bien. Si comme ça va régler le problème. Je ne crois pas que ça puisse régler le problème. C'est trop facile comme ça. Le président de la République fait encore une fois montre de son ouverture au dialogue avec l'ensemble des couches sociales sur les questions ayant trait à la vie de la nation à travers la présente rencontre. Il ne reste qu'à la représentation nationale qui a le dernier mot de consulter à son tour, ne serait-ce que pour la première fois, l'électorat nigérien afin de recueillir son avis sur cette question cruciale au lieu de se retrancher à l'hémicycle et décider autrement au nom du peuple. Autre fait de l'actualité au plan international cette fois-ci, la Russie a mis en exécution sa menace contre l'Ukraine. Elle a en effet lancé ses frappes aériennes hier jeudi dans la nuit
Une intervention militaire qui intervient après l'échec de la tentative de trouver une solution diplomatique. Quels sont les enjeux et les conséquences de ce conflit? Réponse dans cette analyse de l'ancien diplomate nigérien Alhaji Abdou Garba. L'Union soviétique a créé de son côté ce qu'on appelait le pacte de Varsovie, qui regroupait l'Union soviétique, donc la Russie, et les anciens pays et États européens communistes. Maintenant, tout cela, le pacte de Varsovie a disparu, il n'existe plus, mais la Russie continue à considérer la zone de ce pacte de Varsovie comme sa zone d'influence. Il est difficile à un président russe de fermer les yeux sur ce qui se passe en Ukraine, un pays frontalier, et à fortiori quand les dirigeants de ce pays décident de faire adhérer ce pays à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est ça qu'on appelle OTAN, qui regroupe les principaux pays occidentaux avec les États-Unis en tête. Voilà le problème. Donc, je pense que Poutine a dû demander aux dirigeants ukrainiens de ne pas faire ce pas, de ne pas aller dans l'OTAN. Et apparemment, ces dirigeants ukrainiens, avec le président en tête, voulaient aller jusqu'au bout. Et c'est sans doute ce qui a amené Poutine à intervenir en Ukraine. Je ne dis pas que la souveraineté de l'Ukraine n'a pas été violée, mais je crois qu'il faut, dans les relations internationales, il faut être réaliste. Un État, c'est comme les individus. Un État ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Les dirigeants ukrainiens auraient dû être réalistes. Ils ont en face la Russie. Ils ne peuvent pas, comme on dit, se rier de les brancards, se donner corps et âme à l'OTAN. C'est difficile. Et ils ont voulu forcer. Ils doivent aujourd'hui en assumer les conséquences. Donc moi, je crois que c'est l'Europe qui peut jouer un rôle de conciliateur, mais à condition que les pays européens n'épousent pas totalement le point de vue des États-Unis. Parce que si les pays européens donnent l'impression d'agir uniquement dans l'intérêt des États-Unis, évidemment, la Russie n'accepte pas de jouer le jeu. Parce que la Russie défend aussi ses intérêts. Voilà ce qui se passe. Donc l'Europe peut jouer un rôle, y compris la France. Pas seulement la France, l'Europe. Puisque face à la Russie, la France, elle seule, ne pèse pas. Soyons clairs. Ils ne souhaitent pas les conséquences. Moi, je pense que, comme le dit le président des États-Unis, ils ne vont pas entrer en guerre contre les États-Unis, contre la Russie. Les pays européens, puisque de toutes les manières, les pays occidentaux, la France ou les autres pays européens, ne représentent pas grand-chose face à la Russie sans les États-Unis. Or, Biden dit qu'il ne va pas envoyer des soldats. Donc, Biden, le président des États-Unis, ne veut pas entrer en guerre contre la Russie. Donc, l'Europe ne le fera pas. Ça, c'est clair. La solution, c'est la négociation. Et quand il y a négociation, il faut que chaque partie accepte de faire des concessions. Et dans ce cas précis, compte tenu des réalités que nous connaissons, c'est aux Européens de donner l'impression aux Russes qu'ils comprennent leur point de vue. Si les Européens rejettent a priori le point de vue de la Russie, bien évidemment, elle ne va pas marcher. Et comme on ne peut pas évidemment forcer la Russie, j'ai dit que la Russie, ce n'est pas le Niger. Les États-Unis ou la France ne peuvent pas forcer la Russie à faire ce qu'elle ne veut pas. C'est pas ça. Ce n'est pas les pays africains. Voilà. Donc, il faut des concessions. Et moi, ce que je vois, c'est que les pays européens, dans la négociation, acceptent aussi de prendre en considération le point de vue de la Russie. Ça compte. Tout autre chose dans cette édition d'information, clôture ce matin au centre police secours de Niamey d'une formation destinée à l'attention des éléments de la gendarmerie nationale. Une initiative de la mission italienne de soutien au Niger qui vise à lutter contre les trafics illégaux et le terrorisme. D'autres précisions dans ce sujet de Nafisa Zdakou. C'est avec des exercices d'illustration qu'a débuté la cérémonie de clôture du cours Apissos organisée par la mission italienne de soutien au Niger Missine
en faveur des Garci Sahel de la Gendarmerie nationale du Niger. Ainsi, depuis 2018, les militaires de la MICIN collaborent avec les forces de défense et de sécurité pour l'entraînement et les cours spécifiques de formation dans le but du renforcement des capacités dans la lutte contre les trafics illégaux et les menaces asymétriques à la sécurité nationale. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir d'être ici et vérifier comment les apprenants qui ont pris part aux courses pour démontrer les aptitudes acquises pendant une période de formation exigeante de la part du personnel italien. Ils seront bientôt appelés à opérer dans des situations critiques. Ils devront mener des opérations à haut risque pour neutraliser des sujets armés dans des environnements urbains caractérisés par la présence de civils ou d'otages. Je suis sûr que ce qu'ils ont appris sera d'une extrême importance pour leur prochain emploi opérationnel. Présent à cette clôture du cours APISOS qui a pour objectif de développer les capacités et accroître les compétences techniques, tactiques et opérationnelles des départements de la Garci Sahel, le haut commandant en second de la Gendarmerie nationale a salué les efforts fournis par la MICIN dans la lutte contre l'insécurité au Niger. Je suis heureux que la présente formation de groupe de première intervention équipe de soutien opérationnel en faveur du Garci Sahel soit un succès. Votre soutien pour le renforcement des capacités opérationnelles de nos personnels nous réconforte à plus d'un titre et représente pour l'ensemble du personnel de la Gendarmerie nationale et des FDS du Niger l'espoir de voir le niveau de formation de nos personnels et nos moyens s'accroître considérablement. Vive la coopération italo-nigérienne, vive la Gendarmerie nationale, vive la carabinerie. Je vous remercie de votre attention. Ainsi, en 4 ans d'existence, la MICIN a dispensé 113 cours de formation au profit de 2280 éléments répartis comme suit: 1056 de la Garde nationale du Niger, 30 de la police nationale et 1194 de la Gendarmerie nationale, dont 266 de la Garci Sahel. À noter que des attestations ont été remises aux stagiaires de Garci Sahel après 4 semaines de formation. 25 février 2012, 25 février 2022, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC souffle sa 10e bougie aujourd'hui. À cette occasion, l'association a célébré cet anniversaire à travers une communication qui a eu lieu cet après-midi au stade général Séné-Kounté par la déclaration des biens et indicateurs de responsabilité citoyenne des autorités. Les temps forts de cette communication avec Ismaël Mouni. Façonner des hommes modèles qui incarnent les valeurs intrinsèques socioculturelles positives et religieuses de leur terroir d'attachement afin que les professionnels du métier ou les autorités qu'ils deviendraient s'en inspirent pour construire leur personnalité et demeurer garants de la protection et de la préservation des intérêts supérieurs de la nation ainsi que des biens de la communauté au nom de la prospérité. Voilà pourquoi a vu le jour le 25 février 2012 l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC. Cette dernière a tenu à célébrer ses 10 années de responsabilité citoyenne à travers une communication sur la déclaration des biens, indicateur des responsabilités citoyennes des autorités. Pendant 10 ans, devant chaque grande action de notre organisation, nous nous sommes orientés vers des hommes de référence pour marquer notre conscience collective de leur bénédiction et partager les valeurs de leur parcours socio-professionnel comme le socle de la responsabilité citoyenne. Vous conviendrez ainsi avec nous que le choix porté sur la haute personnalité du premier président de la Cour des comptes, son éminence le professeur Narey Umoru, vise ce choix pour marquer les 10 ans de responsabilité citoyenne de notre organisation se veut la constance de la pédagogie de notre vision ci-dessus évoquée.
Parce que nous parlons de responsabilité citoyenne des autorités, alors le civisme fiscal se présente comme le baromètre approprié. Et c'est pourquoi les aspects de l'incidence fiscale découlant de la déclaration des biens des autorités doivent être soulignés avec la plus grande attention. La clé du développement du pays réside dans un esprit fort et responsable, d'où l'appréciation de la Cour des comptes et la Direction générale des impôts de l'initiative de l'ANDC qui œuvre pour que le Niger soit un pays des hommes responsables. En décidant de commémorer le 10e anniversaire de la création de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, sous le thème « Déclaration des biens, indicateur de responsabilité citoyenne des autorités », le président de l'association a fait preuve d'une grande audace et d'imagination. Ce faisant, il vise l'un des objectifs de son association, à savoir le civisme. Mais il s'est inscrit également dans la droite ligne d'une des attributions conférées à la Cour des comptes par le Constituant qui, prenant en compte les nouveaux outils de gestion des finances publiques, a mis au cœur des activités majeures de la haute juridiction la transparence, l'information des citoyens et l'efficacité de la dépense publique. Aujourd'hui, si on parle de civisme fiscal, je crois que la première institution qui a intérêt, c'est bien la Direction générale des impôts. Ce n'est pas bon de flatter des personnes, mais la personne de CITA a toujours été à nos côtés et depuis, il a été constant dans son combat pour le civisme fiscal. Donc, j'invite en tout cas tous les participants ici à cette assemblée et au-delà d'œuvrer pour le civisme fiscal. Les participants ont été édifiés sur la déclaration des biens, indicateur de responsabilité citoyenne des autorités par le 4e président de la Chambre de la Cour des comptes. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.